merci beaucoup pour cette introduction. Tout d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux. Donc ce soir, on va vous emmener dans le Durzon, à l'intérieur. C'est peut-être mieux si on éteint les lumières. Ah voilà, c'est Franck, merci Franck. Voilà. Donc pour cette soirée exceptionnelle, donc on a demandé aux meilleurs spécialistes donc de venir, les meilleurs plongeurs, les meilleurs spécialistes du karst, les meilleurs spécialistes de la médecine hyperbare, donc vont vous parler donc de notre activité. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous donc vous connaissez ce site. C'est la vasque du Durzon, voilà, qui se trouve un petit peu plus haut. Et ce que l'on propose de faire, voilà, c'est de vous faire découvrir l'envers de ce décor. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a sous cette vasque? Et vous emmener faire un petit voyage. Alors, nous sommes une association de plongeurs souterrains qui s'appelle Plongée Soute. Vous pouvez regarder notre site web qui s'appelle plongeesoute.com. Vous avez énormément d'informations sur les sites sur lesquels on plonge, leur topographie, leur histoire. Bref, c'est un site très très riche. Et donc, avec cette association, donc on vient très régulièrement faire des plongées dans le Durzon, avec les supports, et on les en remercie très très fort, de la mairie de Nantes, du syndicat des eaux, et donc du parc naturel d'Écosse. Voilà, qui nous permettent donc d'aller plonger dans ce site exceptionnel et de vous ramener toutes les images que vous allez voir ce soir. Bien, alors, lorsque l'on découvre cette source, voilà, donc c'est de l'eau qui coule, et voilà, donc on se pose généralement 3 questions. Donc la première, c'est d'où vient cette eau? Quel chemin souterrain est-ce qu'elle a bien pu emprunter avant de couler sous nos yeux? Et pourquoi et comment elle coule sous terre? Voilà, donc ça, c'est les 3 principales questions que l'on peut donc se poser. Alors, pour répondre à ces questions, le plus simple, c'est donc d'aller voir, donc d'aller faire un tour. Et pour aller voir, en fait, ça va poser 3 autres questions. C'est premièrement, comment est-ce que l'on fait pour aller voir? Deuxièmement, on va rentrer sous la terre dans des boyaux qui sont remplis d'eau, dans laquelle la lumière n'a jamais pénétré. Bon, donc la question que l'on peut se poser de manière assez légitime, c'est est-ce que c'est dangereux? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Et surtout, alors ce qui est important donc pour nous, c'est quelle information on peut ramener pour répondre aux 3 premières questions. D'où vient cette eau? Quel chemin est-ce qu'elle a emprunté? Et pourquoi et comment elle coule sous la terre? Donc, pour répondre à cette question, donc je vais passer la parole à Fredo Aragon et plus tard donc à Laurent, qui vont vous parler donc du karst, comment est-ce que tout ça se forme, etc. Laurent, c'est à toi. Fredo, pardon, excuse-moi. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc pour commencer, je n'ai pas trop l'habitude de parler devant du monde, donc excusez-moi si je déraille un peu, j'ai un petit peu la pression quand même. Donc pour expliquer d'où vient cette eau, tout ça, il faut d'abord savoir qu'on est sur un massif calcaire. D'accord? Donc là, ce plus haut, ça se trouve toujours dans des massifs calcaires. Donc comment se sont formés les massifs calcaires? Donc pour répondre à cette question, voilà, je vais essayer de le faire très simple pour que tout le monde puisse... pour que ce soit évident pour tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait en parler toute la soirée. D'accord? Donc les massifs calcaires se sont formés au fond des mers. C'est des dépôts d'alluvions qui se sont formés avec des squelettes d'animaux marins, des végétaux et tout un tas de plantes. Ça s'est formé par strates, qu'on appelle par couches. Donc vous verrez en relation avec le film tout à l'heure, que quand
on va visiter la Sofilm. Vous pourrez voir des strates sur lesquelles on se développe, d'accord. Donc là, les calcaires se sont déposés au fond des mers, et après, donc nous avons un plateau calcaire qui est sorti des mers grâce à la montée des Alpes et des Pyrénées et des plaques. Voilà, bon, ça c'est juste après le karst. Donc une fois que ces plateaux ont été faits, en fait ces roches, elles étaient imperméables à la base. À la base, c'est des roches qui sont imperméables, le calcaire, l'eau ne passe pas au travers. Vous allez dire, là il y a des grottes, ça passe au travers. C'est justement la suite du phénomène, c'est que quand les Alpes et les Pyrénées sont montées, tous ces calcaires se sont fracturés dans tous les sens. Donc on peut voir partout des fissures, et c'est ce qui a permis à l'eau de s'écouler et de fabriquer des galeries. D'accord? Donc en fait, le calcaire même, le caillou, quand on prend un caillou de calcaire, il est complètement étanche, mais à grande échelle, à l'échelle des grandes cosses, eh bien, ça devient un karst pénétrable. D'accord? Et donc par le phénomène de pluie, de rivière, de eau qui coule, ça a creusé toutes ces grottes. Alors quand la pluie elle arrive sur les plateaux, elle s'infiltre à travers les fissures et elle dissout le calcaire. Alors il y a deux actions principales. Il y a une action mécanique, la force de l'eau, mais celle-là elle est minime. Et la deuxième principale cause d'érosion et de dissolution du calcaire, c'est une dissolution chimique. En fait, l'eau se charge en gaz carbonique et en acide carbonique qui sont dégagés par les végétaux. En fait, ça fait des gaz. Et en fait, ça crée de l'acide, et cette eau chargée en acide permet de dissoudre les calcaires. Donc, en descendant dans les fissures, ça dissout le calcaire, et au fur et à mesure, ça fait des puits, donc on a des avins, et après, on peut avoir des rivières, suivant si on tombe sur un réseau noyé, on peut avoir des zones complètement noyées, ou suivant les strates. Donc, en fait, les calcaires, donc, ils sont montés, ils sont fracturés, et si on regarde dans la Gourbie ou un peu partout, on peut voir des plissements, les calcaires. Donc quand l'eau coule à travers les fissures, après elles vont choper une strate à peu près plate ou inclinée, elle va couler dessus, elle va rechoper une fissure, elle va s'écouler à plat, et c'est ce qu'on appelle des rivières après, à la fin. Donc tous les collecteurs, toutes les fissures qui ont collecté de l'eau arrivent sur un niveau de base, et après ça fait une rivière. Donc on peut avoir des rivières quand la vallée est moins creusée, un peu plus haute. Donc on a des rivières ici, des rivières fossiles. Et après, quand la vallée descend au fur et à mesure, et bien eau, par la force de la gravité, quoi, elle va descendre et elle va aller sur un niveau plus bas. Donc on a des réseaux à différents étages dus à l'enfoncement de la vallée. Et là, bon, nous, ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est les rivières sur le karst qui est noyé. À la fin, on appelle ça le karst, en fait c'est le système, c'est le nom slovène, mais on appelle ça le karst. C'est quand les calcaires ont été modifiés, fracturés et tout, on appelle ça le karst. Voilà. Donc là, nous aujourd'hui, on va aller se balader dans le réseau noyé. Voilà. Donc après, Laurent, si tu veux continuer un peu. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, Laurent Dandier, je suis hydrogéologue et je suis responsable du pôle eau et assainissement au parc des Grands Causses. Et on m'a demandé de vous donner quelques éléments aussi de connaissances sur le Durzon, puisque depuis déjà une quinzaine d'années, on travaille beaucoup sur la connaissance des bassins d'alimentation des sources sur les Grands Causses. Donc simplement déjà pour situer le Durzon, ici, et j'ai mis également deux grosses sources qui sont importantes aussi, la Sorgue ici et l'Espérel. L'Espérel qui alimente toute la ville d'un milieu en eau potable, et le Durzon alimente également toutes les communes du plateau, et également Nantes, la commune de Nantes bien sûr. Donc en fait la connaissance qu'on a sur le Durzon, elle est liée à toutes les études hydrogéologiques qu'on a menées sur le parc depuis plusieurs années. Donc là j'ai indiqué toutes les études qui ont été menées sur les Grands Causses depuis une quinzaine d'années. La première c'était sur le causse du Larzac. Et donc ça nous a permis de déterminer les bassins d'alimentation en fait, de toutes les sources qui sortent sur le Larzac. Donc là j'ai mis l'autoroute ici, la 75. Et donc le Durzon est ici. Et on a également donc, une dizaine de sources importantes qui sortent autour du Larzac en fait. Mais le Durzon est la plus importante. Le Durzon, elle a un débit très important, j'en parlais tout à l'heure, et elle a un bassin, alors on ne voit pas très bien là, mais qui fait plus de 100 km². C'est-à-dire qu'en fait,
toutes les précipitations qui tombent dans ce secteur pour se retrouver ici au Durzon, en fait, plus ou moins rapidement. Alors, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, quelques mois, jusqu'à plusieurs années. Voilà, donc c'est assez complexe. Donc voilà pour la partie Durzon. Alors, ces études et la connaissance de ces bassins, c'est grâce à différents outils, notamment des traçages qu'on effectue sur les grands causes. On injecte des colorants, là c'est de la furocine, là c'est de la sulforadamine. Des fois on fait l'appel à pompiers pour apporter de l'eau, pour essayer de pousser le colorant. Et puis ensuite on met des préleveurs, vous voyez ici, qui nous permettent de récupérer l'eau de la source. Alors ça c'est pas le Durzon, mais qui nous permettent après d'analyser si le colorant est sorti. On essaie de ne pas colorer les sources maintenant, on met juste les quantités nécessaires pour essayer justement de bien déterminer les bassins d'alimentation. Alors on se sert de traçage, on sert aussi de stations de mesure qu'on met sur les sources. Alors c'est celle du parc, je vous montrerai celle du Durzon tout à l'heure. Donc c'est des stations de mesure qui nous permettent de mesurer les débits des sources, parce que ces débits vont nous permettre d'estimer le bassin d'alimentation de la source. Plus le débit est important, en gros, plus le bassin en superficie sera important. Alors là, voilà, au niveau du Durzon, on a une station de mesure qui est un peu plus en aval de la Vasque. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle est en place. C'est au niveau du Mas du Pré. On a ici un tube de mesure et à l'intérieur, il y a un flotteur qui mesure les hauteurs d'eau du Durzon, qui forme donc ce cours d'eau qu'on a en aval. Et donc nous, au niveau du parc, on vient récupérer les données régulièrement dans les appareils. Et donc on mesure des hauteurs dans un premier temps, et puis ensuite on les transforme en débit. Donc ça nous permet d'avoir des éléments sur l'évolution des débits du Durzon. Donc là j'ai mis une petite chronique, enfin plusieurs chroniques en fait. C'est toutes les mesures qu'on a faites depuis 1998 jusqu'à 2012, j'ai pas mis les dernières. Donc c'est des couleurs différentes. Ici en abscisse vous avez de janvier à décembre. Et puis ici, vous avez en ordonnée les débits, en fait, en mètres cubes par seconde. Donc, vous voyez, en effet, dans l'année, en fait, on a beaucoup de crues, quand même, au niveau du Durzon. De janvier jusqu'à juin, on a quand même pas mal de crues. Elles ne sont jamais au même moment, mais enfin, c'est toujours des périodes où on a ces crues. En général, en période estivale, on n'a pas de crues. C'est la période d'étiage, mais on a toujours du débit. Et puis, ça reprend après, en novembre et décembre, avec des crues très importantes aussi. Là, la crue, on a une crue importante qui a été mesurée à 18 mètres cubes par seconde. Donc 18 000 litres par seconde, donc c'est quand même important. Donc à partir de ces mesures, donc on peut tirer un débit moyen avec le Durzon est autour d'1,6 mètre cube par seconde en moyenne. Le débit minimal 600 litres par seconde. Et le débit maxi qu'on a mesuré, donc 18 mètres cubes par seconde. Alors, depuis les études qu'on a menées, c'était dans les années 90, depuis, en fait, le bassin a également évolué parce qu'avec la connaissance et les traçages qui ont été effectués, donc là, j'ai remis tous les traçages qui ont été effectués, c'est en violet, depuis une trentaine d'années. Et donc, le bassin du Durzon, en fait, c'est les limites qui sont en vert ici, vous voyez. Je fais le tour. Donc, tout ça, en fait, c'est les limites du Durzon. Alors, il y a encore des endroits où c'est pas très bien connu. Mais toutes les eaux, en fait, toutes les autres précipitations qui tombent sur le secteur vont arriver plus ou moins rapidement à la source, ça c'est sûr. Donc dernièrement, c'est ce traçage-là qui a été fait, et également celui-ci, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui montre en fait qu'on ne va pas sur le Durzon là, on va sur une autre source, qui est à la Fou de la Vis, qui est complètement à l'est là. Donc en même temps, vous voyez, de l'autre côté, il y a le Cernon aussi qui a été mieux délimité aussi par rapport à des traçages, c'est une autre source, vous connaissez. Après, là, il y a l'Espérel au nord. Donc voilà, il y a une dizaine de traçages qui ont été effectués. Donc les derniers, c'est notamment celui-ci qui a montré qu'on avait cette partie-là qui était également sur le Durzon. Et puis le dernier, c'est celui-ci, donc il va falloir qu'on coupe un peu ici, c'est qu'on n'est pas sur le Durzon. Donc là, les traçages qui ont été effectués. Donc en fait, on a fait deux traçages en fait par rapport à des points intéressants qui étaient des bassins de l'autoroute, parce qu'on a des infiltrations préférentielles. Donc on a fait un traçage ici, à l'époque, ici, là, vous avez la photo aérienne, on avait mis un traceur derrière le bassin de décantation, là, on met le traceur. Et puis ici également, derrière un bassin également de décantation, on a mis également de la fluorescine. Et les résultats donc, sont très clairs. On a des restitutions très claires au niveau des sources. Ça, c'est la restitution en traceur, si vous voulez. Donc ça, c'est au niveau du Durzon. Et ici, c'est au niveau... Alors, c'est pas au Durzon, le 44, donc c'est pas arrivé au Durzon, c'est arrivé à la Fou de la Vis et un peu à Gournéras, pour ceux qui connaissent. C'est une source qui est encore un peu plus en aval de la Fou de la Vis. Donc ça nous a permis
de mieux délimiter encore le bassin, et il y aura encore des choses à faire. Donc là j'ai mis une carte un peu générale, c'est avec la géologie. Donc le Durzon est ici, vous voyez. Et donc le dernier traçage qu'on a fait ici, on pensait qu'il irait au Durzon, mais il n'est pas parti au Durzon, il est parti à la Foulavis, vous voyez, juste au-dessus du sel de Navacelle, pour ceux qui connaissent. Et une partie du traceur est arrivée à Gourneras ici, vous voyez. Donc là on est à une dizaine de kilomètres, hein. C'est quand même assez éloigné. Donc voilà, je voulais vous parler aussi rapidement des lacs éphémères, parce que sur le bassin du Durzon, en fait, quand on a des grosses précipitations, alors ça arrive une fois tous les 10 ans, grosso modo, on a des lacs éphémères qui se créent hein, sur le plateau, qui peuvent rester plusieurs semaines, plusieurs mois. Et cette eau-là qu'on a au niveau de ces lacs eh ben, se perd au niveau de pertes. Là, par exemple, c'est la perte de la Combe, mais elle ne peut pas engranger tout le débit qui arrive, donc on a souvent donc des lacs qui restent très très longtemps. Et ces lacs, alors ils ont été répertoriés là, en 96. Et donc, celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-ci, le lac de Cossuenjous. Mais il y en a d'autres, hein, il y a Salvetta ici, bon, il y en a d'autres, hein, il y a des noms différents. Donc en fait, c'est quand il pleut beaucoup, il y a une sidération en fait, des calcaires, si vous voulez, des dolomies qui sont ici. Il y a des rivières superficielles qui se forment et qui vont alimenter des petits lacs. Hein, donc le plus important, c'est celui-ci. Et ensuite, cette eau qui est accumulée dans des zones basses va se reperdre et alimenter la partie basse du karst qu'on a vu tout à l'heure, la rivière souterraine, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont très éphémères, mais qui arrivent une fois tous les 10 ans. Je voulais vous en parler également, parce que c'est la particularité du bassin du Durzon aussi. Bon, ça, je vais passer. Et puis ça, tout à l'heure, je parlerai peut-être de quelques mesures de protection. Donc voilà. Alors c'est vrai que par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure sur le karst, la vidéo qu'on va voir tout à l'heure, c'est vraiment la partie... Quand je reprends la carte, ici... voilà, donc le Durzon, vous voyez, c'est quand même un bassin très important. Là, on va avoir des images que dans cette partie-là. Hein. Donc là, c'est vrai que les spélos ont réussi à pénétrer là plus d'1 kilomètre. Mais c'est vrai que le bassin est beaucoup plus important. Hein. Voilà, c'était tout simplement pour le préciser. Merci Laurent, merci Fredo. Bien. Alors justement, comme disait Laurent, eh ben, nous, notre job, même si on fait ça par plaisir, donc c'est d'aller explorer, c'est d'aller voir ce qui se passe en dessous, sur les premiers centaines de mètres, les premiers kilomètres aussi. Voilà. Et donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir donc rentrer là-dessous, et surtout en toute sécurité. Voilà, parce qu'ici, on a tous des familles, donc on a envie de revoir, donc on aime bien aller se promener, mais on aime aussi bien ressortir. Alors, donc pour explorer, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase donc, de préhistoire dans les années 1910, donc 1920. Donc ce monsieur ici, c'est Norbert Casteret. Vous voyez, donc, qui est équipé donc d'un maillot de bain et d'une bougie, eh bien, aller pénétrer et puis essayer de voir où est-ce que ces galeries souterraines noyées donc pouvaient aller. Bon, alors on peut saluer l'exploit. Par contre, je pense qu'à chaque fois, donc, il devait ressortir complètement bleu de froid parce que l'eau est très froide là-dessous, hein, c'est entre 8 et 12 degrés, donc suivant la saison. Il fallait une certaine dose d'héroïsme, voire même d'inconscience. Alors les techniques se sont un petit peu affinées. Voilà, donc on est passé dans une phase avec des pionniers. Donc ces deux personnages-là, donc vous voyez, donc il y a même une femme, donc c'est une discipline qui a été mixte très très tôt. Donc ce sont des Anglais, donc d'un groupe célèbre qui s'appelle Cave Diving Group, qui a commencé donc ses explorations dans les années 30. Donc Monsieur Balcombe et donc Mademoiselle Powell. Et donc à l'époque, vous voyez, donc ils utilisaient donc des scaphandres pieds lourds pour aller donc sous la terre dans l'eau. Donc ils marchaient dans l'eau comme ça, donc dans la glaise, donc autant dire qu'au bout donc de 2 mètres, ils ne voyaient absolument plus rien, et ils progressaient quand même.
Le temps passe, et donc on arrive dans les années 60, 70, 80, et je dirais que c'est le temps donc des héros mythiques, où donc le matériel a commencé à se sophistiquer. Donc on a commencé à prendre donc, des bouteilles donc d'air comprimé, des détendeurs, donc toutes les techniques qui avaient été mises au point par les plongeurs mer. Ce monsieur ici que je représente, donc, enfin, personnellement je pense que c'est un des plus grands. Il s'appelle Göran Hasselmayer. Et donc il avait érigé donc, la plongée solo comme étant donc la discipline imposée en matière donc de plongée souterraine. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, on est souvent plus en sécurité seul qu'à plusieurs. Donc ce monsieur donc, avait développé donc, toute une série donc, de techniques qui lui a permis de faire des explorations qui ont marqué leur temps. Donc il était descendu à moins 205 mètres à Fontaine de Vaucluse en tout début des années 80. Donc voilà, donc il a dominé donc, la discipline pendant 20 ans. Le temps passe et l'Homo cavernicolus moderne est apparu, donc avec du matériel donc de plus en plus sophistiqué, donc de plus en plus sûr. Et pour vous le décrire, donc, je vais passer la parole donc, à notre président de l'association Plongée Soute, Mehdi Digout, donc il va vous raconter eh bien, comment et avec quel matériel est-ce que l'on va sous l'eau en toute sécurité. Mehdi, c'est à toi. Merci. Voilà, en quelques mots uniquement, je pense qu'il y en a dans la salle qui font de la plongée. Dans le matériel, effectivement, il est lié à la plongée sous-marine, mais avec la particularité plongée souterraine. Il y a peu de chances que vous voyez autant de matériel en mer. Effectivement, ce sont des fabricants qui fabriquent également du matériel plongé, qui le commercialisent, mais pour une utilisation un peu particulière. Donc juste, on vous a présenté un petit peu du matériel contenu dans nos voitures, qui est du matériel totalement personnel, à nos propres frais. Donc ici, vous avez représenté, on va attaquer, peut-être que tout le monde ne voit pas, mais le principe c'est vous présenter un petit peu ce que vous verrez dans les vidéos tout à l'heure. Donc là vous avez un propulseur, donc c'est quelque chose qui va nous tracter. Alors là c'est le modèle léger, ou alors il n'est pas costaud, c'est le modèle léger. Ça peut faire jusqu'à 30-35 kg, dans l'eau rien du tout, mais en dehors c'est assez lourd. On va dire une vitesse moyenne d'environ 30 mètres minutes de progression. À la palme, entre 10 et 15 mètres minutes. Donc là, vous allez 2 fois plus vite, sans aucun effort. Donc c'est vraiment l'intérêt, pas avoir à forcer. Et puis si vous êtes chargé de la petite bouteille que vous avez à côté, ou de plusieurs bouteilles, effectivement, à un moment donné, quand vous allez tracter tout ça à la palme, on n'est pas assez sportif pour avoir la prétention d'évoluer rapidement. Donc, avec le propulseur, là vous êtes sans effort et vous allez assez loin rapidement. Donc il faut savoir que ces images que vous verrez, ce sont des images qui sont tournées à plus de 700-800 mètres, donc ça fait quand même une bonne tirée, on va dire, une bonne tirée à la palme. Si vous n'avez pas ces engins-là, vous allez augmenter le temps de plongée, augmenter le temps de décompression, diminuer la sécurité, forcément, vous fatiguez, donc c'est absolument pas faisable. Donc un propulseur, à côté, vous avez ce qu'on va appeler une bouteille de sécurité, au sens large. Alors cette bouteille est associée avec le recycleur que vous avez ici. On vous montre volontairement un petit peu les techniques de pointe. Forcément, le scaphandre traditionnel qui est toujours bibouteille, en plongée souterraine, toujours au moins 2 bouteilles, est toujours d'actualité. Pour les besoins de l'exploration ou de la topographie, quand on va loin, ces scaphandres sont trop petits. Donc on utilise des recycleurs et on utilise avec ces recycleurs donc des bouteilles de sécurité qui sont là en cas de défaillance de l'appareil respiratoire du recycleur pour permettre aux plongeurs de revenir tranquillement vers la sortie. Voilà. Alors le plongeur, on en a sur lui, donc vous les verrez systématiquement dans le film, et on en dispose également dans la galerie. Donc à partir de demain matin, des équipes vont mettre en place une ligne de sécurité qui va durer tout le camp et qui permettent également de sécuriser tout le retour.
Donc tout ça, c'est forcément calculé, quantifié, analysé, etc. etc. hein. Juste la petite parenthèse, sur la petite étiquette, donc ce sont des mélanges où on a rajouté de l'hélium, donc je ne vois pas trop, je ne vois plus, 18-45, donc il y a 18% d'oxygène, donc les 21% normalement dans l'air ambiant, il n'y en a que 18, et 45% d'hélium, ce qui nous permet d'aller à 78 mètres, avec une équivalence d'environ 30-35 mètres, on calcule tout à fait. Voilà, donc ça c'est l'intérêt aussi de pouvoir aller profond. La source du Durzon, c'est plus bas que 100 mètres de profondeur, donc c'est quand même conséquent. Et à ces profondeurs-là, il faut avoir la lucidité complète. Donc on arrive à avoir des lucidités comme si nous étions en plongée à 20-25 mètres de profondeur, ce qui est parfait. Voilà. C'est la même chose qu'en mer, hein, cet aspect-là. Un petit casque à côté. Alors, voilà, deux intérêts. Alors, il y a toujours de l'éclairage un peu de sécurité. Voilà. Il protège un petit peu la tête aussi. Même si c'est grand, on peut, avec nos engins, là, dépasser vitesse autorisée et aller se percuter. Voilà. Donc, c'est toujours une petite sécurité, même si on fait attention. De ce côté-là, donc, là, l'appareil que vous allez voir et revoir dans le film, c'est celui qui va nous augmenter l'autonomie. Donc ça, c'est l'aspect le plus important. C'est également celui qui va éviter d'avoir des bulles expirées. Donc, tout le monde a vu les détendeurs, les bouteilles. Il y a toujours beaucoup de bulles, et notamment sur les images qu'on a pu prendre ou les photos. Le fait de ne pas avoir de bulles permet de rester dans une zone, même si au-dessus vous avez des sédiments, un peu d'argile. Là, vous n'avez aucune bulle et ça permet de rester là et d'avoir une clarté, une netteté parfaite. Donc c'est pour ça que les images que vous verrez sont aussi nettes, parce qu'à aucun moment donné, on va évacuer des bulles. Donc le principe du recycleur, tout simplement, c'est de recycler l'air que vous allez expirer. Donc ça fonctionne à un circuit fermé, pour celui-ci. Donc vous soufflez, ça passe par un épurateur, c'est de la chaux soudée, des petits granulés, qui vont filtrer et fixer le CO2, on n'en a pas besoin, et une petite partie électronique va vous ralimenter en oxygène ce qu'on a besoin. Donc c'est très très peu. La petite partie qu'on a consommée, ce qu'on a besoin, c'est très très peu. Ce qui veut dire que les bouteilles qui sont sur le côté, ça permet d'avoir des bouteilles de 2 à 3 litres. Et avec ces engins-là, vous avez des autonomies de plusieurs heures. On va considérer 4 à 5 heures pour rester sur une moyenne. Ça peut être un peu plus. Voilà, donc ça c'est tout l'intérêt. Ça nous permet pour la source d'Urzon d'aller loin et profond. Ce qui serait envisageable, je veux dire, en bouteille, mais qui demanderait une organisation énorme pour un seul plongeur et quasiment sur une seule plongée. Donc là, avec des appareils comme ça, on peut renouveler les plongées quasiment de manière journalière et en plus avec une sécurité largement accrue. Voilà. Donc ça, ce sont des appareils qui, là, ce modèle-là est américain. À côté, vous avez son frère qui est français, avec le concepteur qui est dans la salle. Donc là, celui-ci, vous ne le voyez pas, mais vous pourrez le voir peut-être à la fin, il se porte de manière ventrale, un petit peu à l'image des nageurs, des militaires. Voilà. Voilà, on peut... Voilà, il est beaucoup plus léger. Donc on peut en avoir un devant et un derrière, ou un devant et un derrière. Donc ça, c'est un petit peu... lorsqu'on va un petit peu loin et profond, où là, il faut beaucoup de bouteilles de sécurité, la suite logique, c'est d'avoir 2 recycleurs. En cas de défaillance d'un premier, on a une deuxième machine pour nous permettre de revenir. Je ne vous cache pas que l'ensemble des équipements que vous avez là sont onéreux, ça c'est sûr, et demandent de la technique d'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose comme un plongée normal qu'on va prendre du magasin avec 2-3 cours qu'on va maîtriser. Que ce soit plusieurs bouteilles sur le côté, des scooters, l'utilisation des recycleurs demande des heures d'entraînement et quelque chose, un travail tout à fait sérieux, et à la fois de la formation et à la fois de l'utilisation que vous ferez par la suite. Voilà, je ne détaille pas plus parce que ce sont des appareils assez intéressants et vous aurez plein de questions à poser, je pense, à la fin pour ceux qui le souhaitent. Et vous aurez plein de réponses. Voilà. Dernier, alors elle est grande, hein. Elle est grande. C'est le Graal. C'est au Graal. Alors elle est grande parce qu'on s'habille dessous. Alors le dernier élément, alors, vous savez, alors, il fait chaud dans la salle, il fait chaud à Nantes, mais l'eau du Durzon, par contre, je pense que vous êtes tous d'accord, elle n'est pas chaude. Elle est à environ à 10,5, allez,
10,7 si je veux être précis. Quand on y trempe la main comme ça pour tester, ça va. Quand vous devez passer, comme sur les vidéos qui ont posé plusieurs heures de plongée, jusqu'à 6-7 heures, il y a 2 ans, 7 heures de plongée de l'eau à 10,5, ça demande un équipement tip-top, hein, de manière irréprochable, parce que là, après, le plongeur va en souffrir de manière non sécuritaire. Donc ça, c'est une combinaison totalement étanche. Ça veut dire que dessous, on est habillé avec les belles doudounes de ski. Voilà. Il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Et on va essayer de créer une isolation thermique entre la combinaison qui est en contact avec l'eau et le corps humain. Donc on est assez confortable. À la fin, on a besoin de tout, mais on est assez confortable. Par ces chaleurs-là actuelles, on souffre au début, ça c'est sûr, mais bon, on va s'équiper tout le matin. Et sur ce modèle-là, on peut y adjoindre un gilet chauffant. Donc c'est une espèce de petit gilet comme on utilise en moto ou les sièges chauffants des voitures, qui, couplé à une batterie, amène une petite puissance de chauffage à l'intérieur de la combinaison. C'est pas du luxe du tout. Voilà, c'est le feu de cheminée, voilà, c'est pas du luxe. Un osage, c'est pas du luxe, j'allais dire. Voilà. Et là aussi, une bonne maîtrise de l'équipement, puisqu'effectivement, c'est quand même un équipement qui est loin de la combinaison néoprène classique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le dernier point, juste, c'est l'éclairage. Donc là, il en a fallu beaucoup, forcément, pour la vidéo. On ne les a pas menés, hein, ils sont dans les véhicules, mais il y a systématiquement de l'éclairage, puisque vous n'avez jamais de lumière. Dès que vous passez le petit chaos d'entrée, vous perdez la lumière, et toutes les lumières que vous allez voir dans le film, ce sont des lumières que nous amenons, donc avec de la LED, hein, principalement, des accus, de la lumière plus ou moins puissante pour ou s'éclairer en progression, ou alors éclairer pour de la vidéo et ramener des images. Voilà. Rapidement sur le matériel. Merci Mehdi. Tu peux revenir, s'il te plaît. Bon. Bon, donc maintenant qu'on est bien équipé, voilà, qu'on est bien au chaud, qu'on a nos recycleurs, qu'on a nos bouteilles, qu'on a nos scooters, qu'on a nos casques, qu'on a nos dévidoirs, on a nos 150 kg de matériel par personne, eh bien, on peut rentrer, voilà, donc dans le puits d'entrée donc du Durzon et commencer l'exploration. Donc Fabrice, si tu veux venir commenter ton film, s'il te plaît. Donc nous allons vous passer un petit film fait par Fabrice. Alors bonsoir. Alors le Durzon. Les premières images du Durzon, quand je suis arrivé, c'est en fait à l'hôtel du Durzon où il y avait des truites. Et la première interrogation, c'était plutôt dans le est-ce que les truites remontent le courant dans le Durzon? Non, en fait, hein, j'en ai pas vu. Il va y avoir que des plongeurs qui vont aller dans le Durzon. Et en fait, on ira bien moins vite que les truites. On y va avec le recycleur. Donc on en a déjà un petit peu parlé. 2 petites bouteilles. Ça marche pas? Pardon. Deux bouteilles sur les côtés et au milieu, en fait, une caisse avec à l'intérieur ce qui va servir à capter le CO2 que le plongeur, dans sa respiration, va renvoyer dans le recycleur. Donc le plongeur a fait attention à préparer sa machine, puisque de la bonne épuration du CO2 dépend le confort de sa plongée. Donc c'est toujours une phase importante par rapport aux images de plongeurs en bouteille que vous avez vues tout à l'heure. La plongée recycleur nécessite un petit peu de préparation et au sommet du recycleur un petit peu d'électronique pour qu'il puisse respirer les bons gaz. Et sinon, c'est un jeu de Lego, 2 pochons Leclerc pour respirer, quelques tuyaux et c'est parti relativement facilement. Voilà un recycleur fini de monter. Alors il y a un petit peu d'électronique. L'électronique sert à piloter en fait le gaz que respire le plongeur. Au fur et à mesure qu'il va respirer, il va consommer de l'oxygène et recracher son CO2. On a évacué le problème du CO2 avec la petite poudre blanche, mais il faut rajouter la bonne quantité d'oxygène. Donc il y a des petites cellules d'oxygène
qui mesure la quantité d'oxygène dans le gaz que respire le plongeur. Et puis s'il y en a assez, il ne se passe rien, mais s'il en manque, eh bien, c'est l'ordinateur qui va en rajouter. Donc il y a toute une phase de calibration et de mise en route de cette électronique avant de pouvoir plonger. Là encore, ça nécessite un petit peu de temps, un petit peu de préparation, d'où, si vous allez les voir les prochains jours, le temps qu'ils prennent avant d'aller plonger, c'est un tout petit peu moins rapide que d'évaler la plage en courant pour se jeter à l'eau. Ils mettent un petit peu de temps à se préparer. Voilà l'ordinateur qui est en train de finir de se calibrer et en fait il respire et là vous avez les petits chiffres qui bougent, c'est la concentration en oxygène qui respire et respire en fait un gaz où il y a 65% d'oxygène dans le film. Alors ensuite il va s'équiper de son recycleur et il va se mettre à l'eau avec beaucoup de matériel. On le voit là qui respire dans son pochon. Et vous voyez, il est complètement indépendant, déconnecté du milieu extérieur. Et c'est tout l'avantage une fois qu'on est sous terre, c'est qu'on ne fera pas de bulle, on ne va pas déranger le milieu, en tout cas un minimum. Beaucoup de bouteilles, en fait, parce qu'on a un recycleur pour aller plonger, mais si jamais il lui arrive quoi que ce soit, ce recycleur, il faut pouvoir rentrer à la maison. Et donc le plongeur, pendant toute sa plongée, se promène avec sa bouteille de plongée, je dirais la plongée à l'ancienne, au cas où s'il se passe quoi que ce soit, il peut quand même rentrer en respirant normalement. Et puis ils ont ces étranges torpilles, là, les scooters sous-marins. S'il fallait palmer, on part aujourd'hui puis on revient demain, là, ça nous évite beaucoup d'efforts de pouvoir se propulser comme ça avec une torpille finalement. Dernier préparatif avant la plongée, avec tout un tas de petits matériels, ne serait-ce qu'une boussole, pour avoir une notion, si jamais on n'y voit plus rien, d'avoir une petite notion de par où est la sortie. Et particularité du Durzon, on installe un ascenseur. Alors ça c'est assez typique, je ne l'ai pas vu ailleurs, c'est que l'entrée est tellement étroite que le plongeur tout équipé ne passe pas. Alors du coup, il passe, mais en plusieurs morceaux. Il y a un plongeur qui se met en bas, un plongeur en haut et qui lui envoie les bouteilles, les scooters, et puis celui du bas récupère tout le matos, en fait un tas, tous les plongeurs finissent par descendre, récupérer leurs bouteilles, leurs scooters, et enfin seulement la plongée va pouvoir démarrer. Donc voilà, dans la chambre d'entrée, les plongeurs en train de récupérer leur matériel, s'équiper avec leur scooter et avant de partir. Alors voilà un petit gars courageux qui en fait se met dos aux causes, dos à la paroi et descend tout droit, tout debout. Et puis les bouteilles qu'il a voulu garder, il va être obligé de les mettre au-dessus de sa tête pour pouvoir descendre. C'est vous donner une petite idée là, de l'étroiture de l'entrée. Il faut pas avoir peur de frotter un petit peu. Et puis voilà les activités de plongée-saute, de la topographie, des images, des partenariats avec des hydrogéologues pour faire des prélèvements, on va y revenir. Et forcément, voilà, ça prend du temps. Voilà, feu vert, la photo est réussie, on va pouvoir y aller. Et donc l'exploration, en fait, depuis tout petit, on a toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte, de l'autre côté du mur. Et là, on va voir de l'autre côté du rocher. Alors sur un fond d'argile, sur un fond de roche, l'idée c'est de faire attention à ne pas soulever l'argile pour pouvoir y voir quelque chose. Et c'est un des enchantements, parce qu'on va pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont voir là-dessous ? En fait, c'est un paysage, un petit peu comme en montagne, qui se renouvelle à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a derrière la colline ? Il y a un nouveau paysage. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rocher ? Il y a un nouveau paysage. Et en fait, on avance, et plus on avance, et plus ça se renouvelle. Et c'est de cette beauté-là qui fait rêver le plongeur souterrain. Alors on a déposé des blocs parce que ils vont tellement loin qu'avec les deux petites bouteilles qu'ils emmènent, ou la petite bouteille qu'ils emmènent, ils n'auraient
pas suffisamment de gaz pour pouvoir rentrer en plongée. Donc là, on est au niveau de ce laminoir là. Et il dépose des blocs, un petit peu comme en Himalaya, les camps d'altitude. On va déposer de loin en loin des bouteilles de façon à installer des camps. Et tout ça, c'est pour que si jamais au retour il y a besoin de passer en circuit ouvert, eh bien on puisse récupérer tous les gaz nécessaires pour sortir. Alors de temps en temps, ça frotte un peu, hein, c'est un petit peu étroit. Vous avez vu des ustensiles de grattage, pour dégager un petit peu le sale, pour essayer de trouver le passage. Et il faut imaginer les premiers qui sont passés pour explorer chaque anfractuosité, d'où vient le courant, où est-ce que ça va. Et progressivement, ça avance. Alors ça frotte, mais de temps en temps, vous voyez que c'est immense. C'est des cathédrales sous-marines. En fait, les éclairages ne sont même pas suffisants pour éclairer la paroi d'en face. C'est immense. C'est des quantités d'eau qui sont extraordinaires. Voilà une galerie d'une taille moyenne. Toujours ne pas perdre le fil pour pouvoir rentrer. Et l'exploration sur certaines galeries de plusieurs kilomètres. Là, on a vu que les traçages, ça fait des dizaines de kilomètres. Bon, on est qu'au tout début de l'aventure, finalement, au Durzan. Vous imaginez la hauteur de ces galeries, les quantités de piscines qu'on pourrait remplir avec tout ça. Bon, il faut penser à revenir. Il y a toujours un gardien du temps. Et à un moment donné, il faut faire demi-tour. Et du coup, c'est le retour à la maison. Pas de bulle. Dans le silence, à part le moteur du scooter qui fait un petit peu de bruit. Et en fait, on est juste avec le bruit de notre respiration dans le recycleur. Et c'est le chemin inverse. Là, c'est une particularité de la plongée spéléo, c'est que de toute façon, vous serez toujours contraint de repasser par là où vous êtes passé. Donc, il faut faire attention à ne pas soulever l'argile, parce que de toute façon, vous allez retrouver le nuage au retour, et autant c'est joli quand c'est clair, autant ça va être galère au retour. Avec des roches découpées, des roches aplaties. C'est toute la variété de ces reliefs qui fait avancer le plongeur spéléo. Alors on verra tout à l'heure avec les contraintes de la plongée. Vous avez tous vu le Grand Bleu, mais le plongeur qu'il soit spéléo ou en mer, il faut qu'il revienne doucement à la surface, sinon il fait un accident de plongée. Donc, s'il était profond, il remonte, et quand il remonte, il va falloir qu'il s'arrête progressivement pour pouvoir respecter sa physiologie. Alors vous avez vu là que le simple passage à l'allée dans les droitures, ça frotte un petit peu, et bien au retour, forcément, l'eau elle est moins claire. Particularité du recycleur, comme il n'y a pas le bruit des bulles, un moment aussi où pendant les paliers on peut discuter un petit peu, et de palier en palier, c'est-à-dire de profondeur donnée en profondeur donnée, l'ordinateur là aussi aide un petit peu à gérer cette décompression. Eh bien on va pouvoir progresser et remonter progressivement. Attention à ne pas se mettre dans l'argile. Alors, une des autres activités, c'est la recherche, la participation à des programmes, notamment ici avec la faculté de Montpellier, où on va aller chercher de l'eau, on va aller chercher des rochers,
pour savoir toujours un petit peu mieux d'où vient cette eau. On a vu qu'elle vient d'un bassin qui est quand même d'une grande surface. Donc au fur et à mesure qu'on va progresser, il est évident que l'eau du début n'est pas la même que l'eau qu'il y a un petit peu plus loin, puisque entre-temps, d'autres eaux est arrivée d'ailleurs. Donc les plongeurs, à différents endroits, font des prélèvements d'eau. Et ces prélèvements d'eau, voilà, en fait, on va ouvrir et c'est le gaz qui, en s'échappant, laisse rentrer l'eau. Tous ces prélèvements vont être analysés et comparés entre eux. Et si sur 2 prélèvements, eh bien, l'eau varie en composition, ça veut dire qu'entre les deux, il y a de l'eau d'ailleurs qui est arrivée. Et puis des prélèvements de roches, vous l'avez compris, c'est extrêmement intéressant de savoir quelle est la roche qui entoure cette eau, et entre les fissures, entre les plissements, entre les mouvements, est-ce que l'eau est passée à travers, est-ce qu'elle s'est faufilée entre 2 fissures, et de ces prélèvements, en fait, arrive une meilleure connaissance de la composition du karst. Alors, petit bonheur, en fin de plongée, eu égard à la température de l'eau, eh bien, le plongeur va pouvoir passer un palier dans une petite bulle d'air. On emmène, là ce coup-ci, c'est pas un petit pochon, hein, c'est carrément un très très gros pochon qu'on va attacher solidement au sol, et puis on va mettre de l'air dedans, et donc ça fait une bulle d'air, mais dans l'eau. Donc le plongeur peut rentrer dans la bulle, s'asseoir tranquillement. Comme il est dans l'air, il va se refroidir beaucoup moins vite, et puis surtout il est assis, il va pouvoir manger, il va pouvoir boire, discuter avec son petit copain, de façon à ce que les heures de décompression, parce que là on parle en plusieurs heures de plongée avec des heures de décompression, il va passer là une demi-heure, 1 heure, 2 heures, assis dans sa cloche, à attendre en fait que son corps restitue les gaz qu'il a saturés pendant la plongée. Et pendant ce temps-là, le reste de l'équipe se tourne pas les pouces. On va aller chercher les bouteilles, on va aller en fait récupérer sur les camps d'altitude, là c'est des camps en profondeur, les bouteilles qui ont été déposées pour la sécurité. Et pendant ce temps-là, donc il y a des plongeurs qui jouent les Sherpas et qui mettent 1, 2, 3, 4, 6 bouteilles. Et là, évidemment, le scooter est intéressant, puisqu'en termes d'aquaticité, vous vous doutez bien que c'est pas le maillot de bain dans la piscine. Il y a des cloches, la numéro 5 par exemple. Ça, c'est pas une bulle d'air avec un pochon, c'est dans la roche. En fait, c'est des puits, c'est des effondrements qui ont permis de l'air de rester emprisonné au sommet. C'est autant de petits passages qui, éventuellement, peuvent sauver un plongeur. Ça s'est déjà trouvé par le passé. Et enfin, eh bien, le retour du plongeur à la surface. Alors, il prend le temps, hein, il y a toujours du gaz là, qui est dissous, qui est en train de ressortir à l'extérieur en passant par ces petites alvéoles pulmonaires. Ça prend du temps, il ne faut pas faire d'efforts. Donc là, ils sont en train de mariner tranquillement dans l'eau en attendant que les échanges se fassent. Pardon. Et puis enfin, on sort et on retrouve péniblement la gravité terrestre. C'est toujours un moment extrêmement difficile. Cela dit, il fait froid, on est quand même content de retrouver un petit peu de chaleur. Voilà une plongée classique au Durzan. Merci. Merci Fabrice pour ce film splendide. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on emmène dans tout ce barda, voilà, quelle est la finalité de la chose. C'est très utile lorsque l'on est sous l'eau.
Bien. Alors ensuite, la question que tout bon plongeur spéléo doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut bien trouver son chemin? Parce que certaines qualités ne sont pas forcément très disciplinées, c'est-à-dire que ça n'est pas un seul tube bien rectiligne, non. Ça peut être des tubes, là, comme ça, qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc la question est, comment est-ce qu'on va bien pouvoir, premièrement, préparer sa plongée, donc savoir jusqu'à quelle distance est-ce qu'on veut aller, à quelle profondeur, pour calculer ses gaz, et comment trouver son chemin. Voilà, parce que vous pouvez vous retrouver, vous voyez, donc avec ce genre de configuration. Bon, celle-ci est relativement simple, vous avez 2 tubes qui partent, mais vous avez des galeries donc beaucoup plus complexes avec N tubes qui partent. Voilà, donc lorsque vous partez donc vers le fond de la galerie, donc c'est bien, mais lorsque vous revenez, comment est-ce qu'on fait? Donc, pour faire tout ça, une des activités donc, très importantes donc des plongeurs souterrains et en particulier de l'association Plongée Soute, c'est de faire de la topographie. Donc, la topographie, c'est quoi? Voilà, c'est vraiment donc, la tâche fondamentale donc, du plongeur souterrain, c'est d'aller relever une carte métrée donc des galeries qui va nous permettre donc de base pour la planification donc de nos plongées. Alors pour vous expliquer tout ça, je vais passer la parole à Franck. Donc Franck, je ne sais pas s'il y a un seul trou donc immergé en France qu'il n'a pas exploré. Voilà, c'est l'autre âme donc avec Mehdi donc de l'association Plongée Soute donc décrire la topographie de la source du Durzon. À toi Franck. Tu peux allumer Franck s'il te plaît? Bien. Donc juste pour vous présenter ce qu'on appelle une topographie, en fait c'est une représentation graphique d'une cavité. Donc on a fait un grand panneau qui est ici, qui va être affiché sur nos véhicules, la source pendant toute la durée du camp. Donc si vous passez, vous pourrez voir. Vous pourrez venir le voir aussi après. Donc on a en gros 2 types de représentations. Une représentation qu'on appelle en coupe, donc c'est un profil. Imaginez qu'on coupe un peu, si la montagne, en fait si le Larzac était une tonne de fromage, on coupe une tranche dedans et on sort la tranche pour regarder justement de profil les trous qu'il peut y avoir. Donc là vous avez la topographie du Durzon, la topographie de la partie connue, mais il y a une partie encore connue mais qui n'a pas été topographiée, qui se trouve tout au bout ici, et qu'on ambitionne de topographier un jour, mais malheureusement, vu les conditions actuelles, ce ne sera pas pour ce camp-ci. Donc, pour vous la représenter, donc, notre vue en profil, on a une première, on a l'entrée de la cavité qui est ici, un tronçon de 220 mètres qui se développe dans la zone à 10-15 mètres grand maximum. On est sur un niveau, on le verra tout à l'heure avec les photos. Ensuite, on descend un petit peu dans la zone des -25, et on a un petit seuil là, à un endroit qui est fracturé, donc il y a une cassure dans la roche, il y a des gros blocs qui sont tombés, donc qui ont perturbé un petit peu le passage. Il faut zigzaguer un petit peu entre des rochers. Et on arrive à l'endroit qui est un petit peu étroit, que vous avez vu sur le film de Fabrice tout à l'heure, là, ce qu'on appelle le laminoir, qui est à 350 mètres de l'entrée, où il faut se glisser entre les galets et la roche. Et puis on descend dans ce qu'on appelle la zone profonde. Donc là, on descend en dessous de 55 mètres, et on va y rester tout le reste de la progression. Donc sur la partie connue, là, vous avez en topographie 1120 mètres topographiés. Et donc à partir de 350 mètres, on est en dessous de 50 mètres. Donc on est dans ce qu'on appelle en profonde, ce qui justifie l'usage de mélanges synthétiques et de tous ces appareils qui sont là justement. Donc ensuite on évolue dans une zone profonde qui est dans la zone des 50-60. On a une grande dune qui remonte un petit peu, on se décroche un petit peu, puis on descend. Donc la particularité du Durzon, c'est qu'on est tout le temps en train de yoyoter entre les différentes strates, dont parlait Frédéric tout à l'heure en introduction, ces différentes couches calcaires. Et en fait, quand on plonge dans le Durzon, en fait, on évolue à travers l'histoire géologique de la cavité en changeant justement de strate, et on le voit avec ces oscillations là du conduit. Donc on a pris une partie profonde à 70 mètres de profondeur, on remonte encore un petit peu, et puis après on plonge jusqu'à 100 mètres, et en dessous la cavité oscille encore entre 100 et 120 mètres à peu près, mais on n'a pas de données précises et fiables. Un autre type de représentation d'une cavité, c'est en plan. C'est un petit peu comme sur une carte routière, une vue de haut. Et là, on a fait le plan sur une carte IGN, avec l'entrée qui est ici et le tracé en vert. Donc on voit la direction qui est à peu près sud-ouest du Durzon, qui s'enfonce sur le Larzac. Et actuellement, avec le logiciel de topographie, on a également des représentations en 3 dimensions, mais qui ne sont pas toujours très appropriées à certaines cavités, dans la mesure où la sinuosité des conduits
ne permet pas de tout visualiser. Donc voilà un peu les deux types de représentations. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire une petite visite guidée de la cavité, avec les différentes photos qu'on a pu prendre depuis presque 10 ans dans le Durzon, puisque pour sortir des images de qualité, comme celles que vous avez vues tout à l'heure dans le film de Fabrice, il faut que d'une part l'eau soit claire, ce qui n'est pas toujours le cas dans le Durzon. Vous avez vu les courbes que Laurent vous a présentées tout à l'heure, avec toutes ces crues. Chaque crue est accompagnée de la mise en suspension de sédiments, donc l'eau est plus trouble, et donc c'est pas propice à faire des images de qualité. Et puis il faut aussi que l'équipe soit synchronisée, puisque sous terre il n'y a aucun éclairage naturel, donc en fait l'éclairage il faut qu'on l'emmène, mais encore faut-il pour que ça rende, qu'il soit bien orienté, bien disposé, pas en contrepoint. Donc sous l'eau on n'a pas l'usage de la parole, donc c'est tout un travail préalable, hein, et puis une équipe qui s'est formée pour pouvoir sortir des images justement. Donc tu peux éteindre s'il te plaît. Voilà, donc en fait l'entrée, tu peux passer. Donc l'entrée du Durzon, on vous parlait des toitures tout à l'heure, vous avez vu le vue de haut tout à l'heure, là vous le voyez évidemment en dessous, là c'est un plongeur à passer les toitures, et la photo est prise de bas en haut à la verticale, donc c'est une toiture verticale entre des gros blocs, des gros rochers, qui sont tombés il y a plusieurs, à l'échelle des temps géologiques, hein, je n'ai pas la datation, mais il y a très longtemps, qui sont stabilisés aujourd'hui, mais qui imposent justement une difficulté pour l'entrée. Donc ça voilà, donc ça implique de conditionner le matériel comme vous avez vu tout à l'heure. Là si on le conditionne mal, vous voyez le plongeur avec tout son matériel sur le dos, mais il n'arrive pas à passer. Donc c'est un coup pour rien, on ressort, on reconditionne et on apprend de ses erreurs, c'est comme ça qu'on fait l'expérience. Donc l'ascenseur du coup pour faire passer tout ce matériel, hein, qui implique justement une petite organisation. Et ensuite voilà, on arrive par le haut dans la galerie, donc là vous avez encore les derniers blocs effondrés. Et on va rentrer, donc ici vous voyez le toit, donc la strate qui constitue le toit de la galerie dans laquelle on va évoluer. Donc on sort de la partie étroite et tout de suite, immédiatement, on tombe dans ce type de section. Donc une galerie qui fait plus de 4 mètres de large, plus de 4 mètres de haut, avec de suite de gros volumes. C'est vraiment une particularité de la cavité, des gros volumes. À 90 mètres de l'entrée, on a un petit passage entre guillemets réduit dû à l'effondrement de blocs au niveau du plafond, mais ça passe confortablement. Et on voit encore les derniers blocs qui jonchent le sol. On retrouve après une grosse galerie avec de belles dimensions. Voilà, donc alors le sable est toujours occupé par du sable ou du limon, donc il faut faire attention aux urgences, parce que dès qu'on touche par terre, on met des particules en suspension, et ça dégrade la visibilité pour le retour. On a aussi des bancs d'argile massifs, hein, qu'on voit ici, qui sont retravaillés par le courant. C'est le courant qui sculpte un petit peu ces différentes formes que vous avez dans l'argile ici. Donc là, on est à 150 mètres de l'entrée, et là, on aborde une zone où on a des fractures, donc des cassures dans la roche, qui ont recoupé perpendiculairement le conduit, qui ont généré des effondrements de blocs que vous voyez là au sol. Et donc au-dessus de nos têtes, on a une cassure donc pénétrable qui remonte jusqu'à la surface, un endroit où il y a de l'air respirable. Mais au sol, il y a des gros blocs rocheux qui nous imposent de faire des petits yo-yo. Donc là, les plongeurs doivent remonter, contourner par le haut ces blocs effondrés, et puis redescendre derrière. Voilà, donc là, ça c'est là, vous voyez le fil qui remonte, donc on a balisé ces cloches par sécurité, en cas de problème, on peut sortir et respirer. Donc là, c'est la première cloche, là c'est la cloche numéro 2, et le plongeur redescend. Et puis après, on retrouve une grosse galerie, donc là vous avez 3 plongeurs qui évoluent chevauchant leur scooter avec leur bouteille de sécurité. Là, en perspective, on a plus de 15 mètres. Là vous avez entre le premier plongeur à droite et celui qui est au fond, dont le flash n'est pas parti, hein, vous voyez, on ne gagne pas à tous les coups. Voilà, donc ça c'est une autre cloche qui fait, c'est ce qu'on appelle, c'est la cloche numéro 3, vous voyez que c'est une grosse, donc la galerie principale est ici, et le plongeur est à l'entrée de la cloche, vous voyez c'est cette grosse fracture qui remonte, ces grosses cassures vraiment dans la roche, qui ont travaillé, hein, et qui font que l'eau circule également par ce genre de fracture sur toute l'intégralité du COS. À 260 mètres, on a un petit diverticule, donc une galerie qui part sur le côté, et qui termine dans ce cul-de-sac. Donc là, vous avez en priorité le cul-de-sac, et vous pouvez constater qu'on est un petit peu décalé par rapport à l'axe du courant, et donc on voit qu'il y a un petit peu d'argile un petit peu partout qui tapisse, parce que le courant nettoie moins que quand on est sur le drain principal. Donc on revient sur la partie principale, là on est passé à 25 mètres, on arrive sur à nouveau une zone qui est cassée, et donc vous voyez des blocs un petit peu partout, il faut se faufiler entre les blocs, et faire un petit yo-yo, c'est remonter. Voilà, on passe, donc là c'est la dernière cloche qui est à droite, on voit un fil qui remonte ici. Pardon. On passe sur la dernière cloche, de nouveau à la faveur de ce chaos, et ensuite on va attaquer, donc là on tombe de nouveau sur un gros volume avec une énorme dune de sable au sol, avec un courant qui est toujours perceptible, et on arrive sur ce grande descente, voilà, qui descend, donc on voit bien ici ces fameuses strates, différentes couches calcaires, un petit peu à la manière de millefeuille, et donc là on descend de différents étages géologiques pour passer. Voilà, ce fameux laminoir qui est un petit peu étroit, donc vous voyez que le plongeur, en se plaquant au sol, va toucher les galets, et dès qu'il va toucher les galets, il y a des petits limons très fins qui se mettent en suspension et donc qui vont troubler l'eau. Donc le laminoir est en 2 parties, une première étroiture que vous venez de voir,
Entre les deux, une petite salle et à nouveau une deuxième étroiture qui suit derrière. Et enfin, on débouche ici. Donc au début de la galerie profonde, là, le plongeur est à 50 mètres de profondeur. Et on retombe de nouveau sur un gros volume, voilà, qui est celui-ci. Un gros conduit, c'est pas facile de les avoir, de capter l'intégralité. Voilà un peu le type de volume qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment des grands corridors. Hein. Ici, on a un petit départ latéral qui reboucle un petit peu, qui revient au départ du laminoir. Voilà, et par contre, qui lui aussi n'est pas sur le drain principal du courant. Et vous pouvez constater qu'à nouveau, on retrouve de l'argile déposée sur les murs, un petit peu au plafond, au sol. Donc là, quand on y passe, on est vraiment très très cautionneux et on a des techniques de palumage adaptées pour éviter de soulever l'argile. Ensuite, là, on est à 150 mètres de l'entrée. On va recouper une grosse cassure, c'est que là, le conduit d'un seul coup va remonter et bifurquer à 90 degrés sur la gauche. Donc on retombe sur ces grosses fractures, ces grosses cassures qui se sont surimposées à la cavité. Et on évolue, ici on arrive à la fameuse, ce qu'on appelle la trémie Chouquet du nom d'un des explorateurs qui s'est arrêté là-dessus. On voit bien ici de nouveau la cavité qui a changé de morphologie. On a une grande fracture très très haute, des gros blocs qui sont effondrés, qui ont quasiment bouché le conduit. Et en fait le passage, les explorateurs ont longtemps buté sur ce passage-là. Et en fait le passage était à droite, pas en dessous, donc là où il y a un plongeur qui s'est engagé. Et ce passage a été trouvé dans les années 90. Donc voilà, cette fameuse trémie, la trémie Chouquet. Au début, les premiers explorateurs sont montés dedans, donc vous voyez, il y a de l'argile partout, donc ça devait troubler tout de suite. Et n'ont pas trouvé de suite forcément, parce que la suite était en dessous, vous voyez, en descendant. Et là, on a équipé un fil qui passe directement sous cette fameuse trémie. Et ensuite, on trouve une grosse galerie, alors là, pareil, toujours beaucoup de dunes de sable, hein, et beaucoup de sédiments. Vous pouvez observer un petit peu les sculptures qu'on a sur le sable. Ce sont des dunes qui sont asymétriques, puisqu'elles sont sculptées par un courant qui est toujours dans le même sens, contrairement à la plage où on a le ressac des vagues. Et donc, c'est un indice qui peut nous permettre de retrouver la direction de la sortie. Si on se perd, si on perd le fil, en connaissant la symétrie des dunes, on a la pente douce du côté de l'amont, pardon, la pente abrupte du côté de l'aval. C'est un des éléments du milieu qu'on connaît et qui nous permet éventuellement de nous retrouver. Donc on est toujours sur cette fameuse trémie, on a 150 mètres de grosse galerie. De temps en temps, on retrouve un fil qui revient dans cette trémie, donc des anciens explorateurs qui avaient cherché à remonter. Et ensuite, on arrive sur un élargissement. Voilà, donc là, de nouveau, ces gros conduits. Et là, à cet endroit-là, on est à 800 mètres de l'entrée, à moins 60, à 60 mètres de profondeur sous la surface de l'eau. Et là, donc, la galerie plonge voilà, immédiatement à 70 mètres de profondeur. On passe sous une strate, on voit de nouveau, là, on a changé d'état géologique. Et on évolue pareil dans cette grosse galerie. On a une grosse fracture qui recoupe le plafond. Et au bout, là, on est à peu près à 850 mètres, ou 900 mètres. Et là, on retrouve une grosse dune qui remonte dans un gros volume. Vous voyez, le plongeur a porté 2 gros flashs qui n'ont pas suffi à éclairer justement l'immensité de cette salle qui est ici. On arrive en haut de la dune, là, de nouveau, on va retrouver un petit resserrement dû à une zone fracturée, cassée de nouveau. Vous voyez ces gros blocs à droite, à gauche, qui encombrent la galerie. Donc là, pareil, il faut sinuer, il faut filer entre eux. Ça se resserre un petit peu, ça fait une espèce de canyon. Donc là, pour la photo, on avait abandonné le scooter accroché sur le filet pour continuer à la palme, pour ne pas troubler l'eau. Vous avez vu des contouches, ça trouble un petit peu, puisqu'on n'est pas sur le drain principal du courant. Ça se resserre un peu, vous voyez, ça devient un petit peu étroit. Et enfin, donc dernière photo qui a été prise dans la cavité, là on est à 1 km de l'entrée, donc 1000 mètres de l'entrée. On est à plus de 60 mètres de profondeur, puisqu'on a zigzagué un petit peu. Et il y a une étroiture à passer, de nouveau une zone un petit peu étroite, pour retomber de nouveau sur une grosse galerie et arriver après sur la zone où la topographie s'arrête. Donc, et où nous espérons donc pendant ce camp, si les conditions le permettent, si l'eau n'est pas trop trouble suite aux derniers orages, s'il n'y a pas trop de courant, pouvoir continuer à avancer à faire de la photographie. La topographie, on n'y croit pas trop parce qu'on sait déjà que à 1120 mètres de l'entrée, là où on a la topographie, il y a une étroiture où tout le courant de la cavité passe. C'est le seul endroit de la cavité où au sol il n'y a plus de sable. On a des galets blancs qui sont polis, on pourrait manger dessus. Et là, quand il y a trop de courant, comme c'était le cas l'an dernier, on ne peut pas passer, c'est impossible, même avec les scooters, en poussant. Et on sait déjà par avance, grâce aux éléments que nous a donné Laurent Danneville, qu'on ne pourra pas passer cette année. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à ramener des éléments qualitatifs, on va dire de connaissance de la qualité, donc des photographies, de la vidéo, éventuellement des prélèvements pour la faculté de sciences de Montpellier, plutôt que de faire du quantitatif, donc de la distance et de la profondeur en plus. Mais c'est que partie remise, et on espère avoir toujours le privilège de continuer l'exploration et l'étude de la cavité pendant encore longtemps. Voilà, donc vous avez eu des images absolument superbes jusqu'à relativement loin donc dans la cavité. Donc c'était des plongées, ce qu'on appelle des plongées très engagées, donc des plongées de plusieurs heures.
avec des profils un petit peu particuliers. Donc ça monte, ça descend, on est relativement profond. Et lorsque l'on fait de la plongée profonde, le gaz que l'on respire, eh bien, il va pénétrer les muscles, il va pénétrer le sang. Et si on remonte trop vite, donc qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, les bulles qui ont pénétré donc dans les tissus vont grossir trop vite et vont faire exploser les tissus. Donc c'est pour cette raison qu'on doit observer donc, un certain nombre donc, de paliers donc, de décompression donc, dû à la physiologie donc, du corps humain. Voilà. Donc cette activité, bon, c'est relativement engagé. Donc la question, bon, bah, est-ce que c'est dangereux? Je dirais que bon, on est très entraîné, on connaît parfaitement notre matériel, on planifie de manière extrêmement précise toutes nos plongées. Lorsqu'on a décidé donc d'aller à 500 mètres, on ne va pas aller à 520 mètres. Non, dès qu'on est à 500 mètres, on fait demi-tour. Voilà. Donc on n'essaye pas comme ça sur l'impulsion du moment d'aller pousser plus loin que ce que l'on avait prévu. L'entretien du matériel, donc la connaissance, l'expérience, donc ça permet de limiter les risques au maximum. Bon, ensuite, comme je vous disais, il y a des contraintes physiologiques qui sont dues à l'immersion d'un corps humain à forte profondeur pendant longtemps donc dans du liquide. Et donc ces contraintes physiologiques, il faut les intégrer, donc il faut en être conscient pour pouvoir les gérer. Donc je repasse la parole donc, à notre ami Fabrice, qui, en plus d'être un très bon plongeur, est médecin hyperbare, donc il va vous raconter tout ça. Alors, c'est plutôt à la fin, pour faire partir les gens, qu'on parle de toutes les contraintes liées à la plongée. Merci, malgré le topo, de bien vouloir rester jusqu'à la fin. Alors, les contraintes de la plongée. Là, comme ça, c'est plutôt sympa. Petite photo de ma maison de campagne. Pour commencer en douceur les contraintes liées à la plongée. On va commencer par la piscine à débordement. Vous rentrez dans l'eau. Mais en fait, le simple fait de rentrer dans l'eau, même sans se mettre la tête dessous, eh bien, c'est déjà de grosses contraintes, puisque l'eau va appuyer sur nos jambes. Et l'eau qui appuie sur nos jambes, c'est un petit peu comme si on enfilait des bas. Alors, ceux-là, ils sont plutôt jolis à regarder, c'était pour pas vous faire partir. En fait, en plongée, c'est plutôt ceux-là. Ça appuie franchement, de façon à ce que tout le sang qu'on a normalement dans les veines, là, dans nos petits réservoirs du membre inférieur, et je ne parle pas de ceux qui ont des varices, juste normal, eh bien, tout ce sang, avec la pression de l'eau, va être poussé vers le réseau sanguin qui circule. Ça ne va plus être à stagner dans nos jambes, ça va circuler. Et quand notre petit cœur voit arriver cet afflux de sang, que l'eau repousse vers le système circulant, eh bien il s'aperçoit que c'est quand même pas le volume habituel. Donc normalement on fonctionne avec tant de litres, là on en voit un petit peu plus qui arrive, lui il fait la séparation et il demande au rein de faire pipi, de façon à équilibrer le volume sanguin circulant. Et donc, à partir du moment où on va mettre le plongeur sous l'eau, le plongeur se déshydrate. C'est quand même rigolo, ça, hein? En fait, l'eau, ça mouille, mais en plus, ça déshydrate. Alors, toujours dans la piscine,
Si vous les oubliez un petit peu dans l'eau, ça vous est déjà arrivé sûrement, d'oublier les enfants dans l'eau de la piscine, quand on était au barbecue à côté, si vous revenez quelques demi-heures après, vous vous apercevez qu'ils ont les lèvres bleues. Et oui, en fait, ils ont froid. Ils vous le diront jamais, vous les voyez qui tremblent de partout, mais ils ont froid. Et en fait, ce froid vient aggraver notre déshydratation. Puisqu'en fait, vous le savez bien, ils ont les ongles bleus, les lèvres bleues. Tout ça, c'est parce qu'en fait, on vasoconstricte, on remet notre sang qui est en train de se refroidir en périphérie vers le noyau central, vers le centre de notre organisme, pour rester au maximum à la bonne température. Et le plongeur, pareil. Donc, c'est encore du sang qui va affluer vers le centre de l'organisme, et le cœur, toujours, il voit que ça augmente, alors il demande toujours au rein de faire pipi, et on va continuer comme ça tranquillement à faire pipi. Donc notre sang, avec quelques globules et puis beaucoup d'eau, au fur et à mesure de la plongée, va se séparer de sa flotte, et on fait pipi, alors pas dans la piscine, mais là les plongeurs, ils ont tout un petit système qui permet de faire pipi tranquillement, et en fait, tranquillement, on est en train de transformer notre sang en gelée de groseille. Ça va forcément, pendant la remontée, poser des soucis s'il est très déshydraté. Bon, alors celle-là aussi, elle est quand même plutôt sympa. C'est pas tout à fait celle-là, mais pour dire que le simple fait de, en plus, mettre une combinaison de plongée, eh bien, ça rajoute encore de la pression sur la peau du plongeur, et encore rajouter un petit peu de sang vers le noyau central, et encore un petit peu plus de déshydratation. C'est pas facile, quand même. Le froid, il y en a qui le mettent dans l'air, le glaçon. Alors, on n'a pas encore des glaçons en Durzon, mais effectivement, sur du long terme, sur des plongées qui durent plusieurs heures, après, on a la contrainte d'avoir un équipement qui permet au plongeur de ne pas se refroidir, donc même au niveau du noyau central, de rester à la bonne température, puisque s'il baisse en température, c'est plus du tout le même métabolisme, c'est plus les mêmes échanges au niveau des alvéoles, et ça va poser encore d'autres problèmes. Donc, des gros moyens de lutte contre le froid, de façon à pouvoir rester dans un système de fonctionnement normal. Vous avez remarqué quelque chose par rapport à la diapo d'avant? Ils ont enlevé leurs lunettes. On n'y voit rien du tout. Si on met la tête sous l'eau sans le masque, on n'y voit rien du tout. Donc il faut absolument mettre une petite pellicule d'air devant les yeux si on veut y voir quelque chose. Ça, vous l'avez vu déjà dans la piscine. Mais mettre un masque, ça va permettre de voir ce qui se passe autour. Sur une barrière de corail, c'est les petits Nemo. Dans le Durzon, c'est les couches géologiques, c'est les paysages extraordinaires qu'on a vus tout à l'heure. Et pour autant, quand le plongeur spéléo met son masque, c'est quand même pas le top. Vous avez vu avec tous les blocs qui se mettent à droite, à gauche, le truc qui l'aide à respirer dans le dos. Il y en a quand même des sacs qui prélèvent des flacons, des bouteilles, des trucs. Et il essaye de voir tout ça à travers un masque. Bon, alors celui-là, j'en ai pris un bien moche, mais en fait, c'est juste pour montrer que, en fait, on n'y voit pas grand-chose. C'est comme si on essayait de regarder à travers deux petits tubes. On a une vision. Vous voyez ce plongeur qui, avec son masque, en fait, quand vous penchez la tête, vous voyez quand même ça, vous ne pouvez pas le voir. Bon, lui, en fait, il ne se voit pas jusque-là. Donc, en fait, tout le matériel qui va se mettre sur son équipement, sur le thorax, en tournant la tête avec son tuyau dans la bouche, il va être limité dans ses amplitudes de rotation. Grosso modo, il est à 20% de son champ visuel normal, ce qui va poser des problèmes d'ergonomie dans le positionnement du matériel et dans sa façon de réagir à ce qui se passe autour de lui, puisque, voilà, malgré le fait qu'il y voit quand même avec son masque, il ne voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'on demande à certains de prendre des photos, c'est pour pouvoir en profiter après. Évidemment, s'il se plonge dans l'argile, on l'a vu tout à l'heure, là, même qu'il ait un masque ou qu'il n'en ait pas, il faudra qu'il garde un petit peu son sang-froid, puisque là, on est dans le noir, et vous aurez beau avoir tout l'éclairage de la Terre, vous n'y verrez rien du tout. Alors, deuxième problématique, la pression. On va commencer par ce qu'on connaît.
La troposphère jusqu'à l'Everest, on peut grosso modo y vivre. Enfin, au-dessus de 4000 mètres, ça commence à devenir difficile, mais on vit très bien dans notre troposphère. Et si je prends juste les 50 premiers kilomètres, on arrive grosso modo, en termes de pression, en poids de la masse de gaz au-dessus de nous, à 1000 millibars, 1 bar. 1 bar de pression, c'est ce qu'on est en train de subir actuellement sur notre organisme, sur nos petites alvéoles pulmonaires. On est calibré depuis quand même quelques années à vivre avec 1 bar de pression au-dessus de nous. Eh bien, figurez-vous que ces 50 km de gaz au-dessus de nous pèsent 1 bar. Eh bien, il suffit de 10 mètres d'eau pour avoir la même pression. Et donc, au bout de 10 mètres, j'ai 1 bar, donc plus la pression atmosphérique, 1 bar, ça fait 2 bars de pression. Donc déjà, à 10 mètres de profondeur, j'ai le double de la pression dans laquelle je suis normalement en train d'évoluer. Donc si je suis à 20 mètres, j'ai combien de bars? Bravo. Ça va poser quand même un sérieux problème. Puisqu'au fur et à mesure qu'on monte la pression, on monte la pression forcément des gaz aussi qu'on respire, tout ça c'est en équipression, donc on va se mettre à respirer des gaz en haute pression qui vont diffuser, qui vont s'immiscer dans notre organisme, et il faudra forcément les rendre quand on va rentrer à la surface. Toute cette pression fait rentrer du gaz dans notre organisme, et à la montée, il faudra le rendre. Donc, si j'assimile le plongeur, grosso modo, à une bouteille d'orangina, si vous enlevez la capsule au-dessus de la bouteille, qu'est-ce que vous pouvez voir dans la bouteille? Des petites bulles qui sortent. Tout le travail du plongeur, c'est de travailler la qualité de ces gaz et la façon dont il va décapsuler la bouteille pour qu'il y ait le moins de gaz qui déborde de la bouteille. Les petites bulles qui se forment, grosso modo, tant qu'elles se forment comme ça et qu'elles arrivent à l'alvéole, au goulot de la bouteille, et puis que ça part dans l'atmosphère, ou que ça part dans l'eau, ou dans le recycleur, tout va bien. Si jamais il y a trop de bulles, que ça commence à mousser et déborder, ça veut dire que le plongeur, potentiellement, il fait un accident de décompression. Donc la vitesse de remontée, et puis les paliers successifs, on va attendre que ça arrête de trop buller dans la bouteille, font que le plongeur peut rentrer à la surface tranquillement. Donc c'est tout le jeu de la décompression, c'est comment est-ce qu'on enlève la capsule sans que l'orangina se retrouve sur la table. Alors âme sensible, je suis désolé pour les enfants, les parents, vous pouvez cacher les yeux de vos enfants, les images suivantes vont être particulièrement horribles. En fait, on va aborder la toxicité des gaz. En fait, on les dissout, on restitue en ouvrant tranquillement la capsule de la bouteille d'orangina, tout va bien. Mais le gaz en lui-même est toxique. On est calibré depuis quelques années à vivre avec de l'air, donc 20% d'oxygène. 20% d'oxygène, en 1 bar ça fait 0,2 bar de pression d'oxygène. Si on monte la pression, eh bien ça va nous poser souci. Merci à M. Paulbert, enfin surtout sa femme en fait, qui en fait se prêtait aux expériences de son mari sur la toxicité de l'oxygène. Donc il mettait sa femme dans le caisson, il montait la pression, et puis regardez au bout de combien de temps elle faisait une crise d'épilepsie. Et progressivement, comme ça, de jour en jour, il a pu faire des tables sur la toxicité de l'oxygène. Alors on ne le fait plus maintenant, hein. Merci à Madame Paulbert, ça permet aux plongeurs de dire, voilà, si je prends tel pourcentage d'oxygène, ça me fera telle pression à tel endroit, et en fonction de la profondeur à laquelle je veux aller, eh bien, il calibre son mélange pour mettre la bonne quantité d'oxygène pour que ce ne soit pas toxique. L'azote. L'azote, donc l'autre constituant de l'air, vous avez tous vu le film du commandant Cousteau sur l'ivresse des profondeurs. Alors en Méditerranée, on est avec la marée chaussée, hein, qui contrôle les plongeurs, pas sur leur narcose, mais sur leur papier d'identité. Plus on va descendre profond, plus l'azote, en fait, intoxique le plongeur. À 30 mètres, ça commence. À 50 mètres, tout le monde est bourré. Et puis à 70 mètres, on est tous pétés comme des coins.
Donc, c'est pas possible. Il faut quand même continuer à respirer. Il y en a qui veulent faire des photos, donc il faut quand même essayer de mettre l'objectif dans le bon sens. Et toute la problématique du plongeur, ça va être de calibrer là aussi la bonne quantité d'azote pour ne pas se retrouver à voir des sirènes ou des éléphants roses. Si vous voyez les deux en même temps, il faut absolument remonter un petit peu en pression, enfin monter un petit peu en surface pour diminuer la pression. Vous êtes trop narcosé. Donc il faut adapter le pourcentage d'oxygène, adapter le pourcentage d'azote, et si on veut enlever de l'oxygène parce qu'il deviendra toxique avec la pression, si on veut enlever de l'azote parce qu'il deviendra toxique avec la pression, il faut le remplacer par autre chose. Alors ça devient quand même un petit peu compliqué. Pour ceux qui ont vu le Grand Bleu, quand ils sont en train de rigoler dans la tourelle, avec leur voix de canard, c'est parce qu'ils ont mis de l'hélium dans le mélange. L'hélium, comme il est plus léger, ça va faciliter la respiration, et puis surtout, très bien, ça va prendre la place de l'oxygène et de l'azote qu'on a voulu enlever pour des problèmes de toxicité. L'hélium l'est beaucoup moins, avec d'autres problématiques, mais en tout cas, ça va nous permettre de plonger beaucoup plus profond, dépasser la zone de toxicité de l'oxygène qui intervient assez vite, mais surtout dépasser les profondeurs de toxicité de l'azote, où on a vu que dès les 40 mètres, là, ça commençait à poser souci. L'hélium permet aux plongeurs recycleurs, aux plongeurs modernes, de pouvoir descendre. Ça complexifie un petit peu les plongées et les procédures de retour, mais c'est la solution pour pouvoir se passer un petit peu de cet oxygène et de cet azote qui nous est toxique. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, le CO2 pose souci dans le sens où, comme on respire en circuit fermé dans des pochons et des tuyaux, si on le gardait comme ça sans l'enlever, ça va nous intoxiquer. Le CO2, c'est la jeune fille à côté, à pression atmosphérique, si vous faites un effort et que vous produisez beaucoup de CO2, vous allez vous essouffler. Et puis ça va revenir progressivement quand vous allez refaire les niveaux. Mais le plongeur sous l'eau, s'il s'essouffle, c'est toute la mécanique ventilatoire qui va s'emballer. Il va plus bien ventiler ses petites alvéoles, et du coup il échangera moins son CO2 si le gaz n'est pas brassé au niveau alvéolaire, et il finira par s'essouffler. Alors le plongeur recycleur, il ne fait pas autant de bulles que celui-là, mais grosso modo, la problématique de l'essoufflement en plongée, c'est gravissime, puisqu'il aura envie de respirer de l'air pur, il aura envie d'enlever son embout, et en général, ça se traduit par une noyade. Et le dernier élément qui va poser souci particulièrement aux plongeurs recycleurs et aux plongeurs spéléo, c'est le confinement. C'est l'aspect un peu psychologique des choses. Il faut que ces plongeurs, ils intègrent bien quand même dans leur tête que le retour à la surface n'est pas immédiat, et c'est quand même un gros travail. Évidemment, on pense que le claustrophobe ne va pas faire de la plongée spéléo, mais même celui qui n'est pas claustrophobe, quand il se retrouve à devoir racler un petit peu partout, se ressentir coincé, oppressé par ce milieu, à ne plus rien y voir, il faut des gens relativement calmes et zen dans leur tête, de façon à pouvoir se dépatouiller dans ces situations stressantes, pour pouvoir profiter de ces beaux paysages. Il faut beaucoup de patience. On a vu que les paliers se pouvaient se faire dans le grand confort dans la cloche. C'est pas pour autant que la cloche est un milieu qui rapproche de la sortie, mais qui est éminemment dangereux dans la mesure où le moindre effort va aller contrarier la bonne décompression. Si on secoue la bouteille d'orangina, on sait bien ce qui se passe. S'il se passe quoi que ce soit au niveau de la cloche et qu'il n'avait pas prévu de retourner dans l'eau très vite, eh bien ça peut aussi poser des soucis. Donc là encore, la gestion du stress et de la fin de la plongée est à prendre en compte pour le bon déroulement de la plongée, et particulièrement spéléo. Eh bien, je vous remercie d'être resté malgré tout dans la salle pour que mes petits camarades puissent continuer l'exposé. Merci Camille, bravo.
Vous voyez, donc ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que la machine humaine, vous voyez, permet donc de supporter tout ça, des contraintes assez extraordinaires. Donc on arrive à compenser avec une alchimie donc assez fine sur le calcul des gaz, et donc on arrive à ressortir plutôt en bon état donc de ces plongées très longues. Et d'ailleurs, donc l'utilisation donc des recycleurs nous permet donc d'optimiser donc ce processus, parce que ce sont des machines en fait qui vous construisent le gaz, voilà, qui vous font respirer exactement le bon gaz à la profondeur à laquelle vous êtes. En fait, quand vous avez un recycleur sur le dos, vous avez une usine à gaz qui vous donne exactement ce qu'il vous faut. Donc la perfection de la mécanique humaine avec ce genre de technologie, donc ça permet de faire des choses relativement compliquées et donc de s'abstraire donc de tous ces problèmes que Fabrice vous a si brillamment décrits. Bien, alors donc l'association Plongée Soute, donc notre passion c'est la plongée souterraine, mais nous ce qui nous intéresse lorsque l'on plonge c'est de ramener quelque chose. Donc c'est de ramener des images, de ramener des photos, de ramener donc des vidéos, voilà, donc d'augmenter la connaissance donc des rivières donc dans lesquelles on plonge. Donc concernant la source du Durzon, la mairie de Nantes et le syndicat des eaux donc, nous autorisent à plonger donc, régulièrement donc, dans cette source, et on les remercie une fois de plus, donc, pour pouvoir améliorer donc, la connaissance donc, de cette source et donc, de son milieu. Et donc on essaye de faire ça en toute sécurité. Donc on a beaucoup parlé de la cloche donc de décompression donc, que l'on a installée il y a à peu près 2 mois et donc que l'on va désinstaller donc d'ici 1 mois ou 2. Voilà, donc qui nous permet donc de faire nos décompressions avec le maximum donc de sécurité. Donc en plus de ces plongées qu'on réalise régulièrement dans le Durzon, donc on fait des camps donc tous les ans, donc de 4-5 jours, comme celui-ci, voilà, donc dans lequel il y a une vingtaine de plongeurs donc de notre association qui se réunissent pour un certain programme. Donc l'an dernier, c'était de faire des prélèvements d'eau à différentes profondeurs, à différentes distances donc de l'entrée, dans le cadre d'une thèse de doctorat qui est faite par un étudiant de l'université de Montpellier. On a également fait des prélèvements de roches, comme on a montré dans des photos et dans des films. Et donc pour réillustrer tout ça, donc je vous propose que l'on regarde un autre film. Donc ce sont des prélèvements d'eau qui sont faits relativement loin donc dans la galerie. Donc on est dans la zone donc des 700-800 mètres, donc sur des profondeurs de 60 mètres. Franck, si tu veux venir commenter ton film. Voilà, donc le film a été fait par Franck, ici, voilà, donc, qui fait partie de l'association Plongée Soute. Voilà. Donc, bonsoir, donc ce film est là pour illustrer un petit peu, donc, comme vous l'a dit Rémi, un prélèvement qui a été fait pour les scientifiques de la faculté de Montpellier à 800 mètres de l'entrée par moins 60 mètres de fond. Donc on est parti à 3, 2 vaillants qui se sont chargés des prélèvements et un feignant, moi en l'occurrence, qui tenait juste la caméra. Donc là on a franchi le laminoir, on est à peu près à 400 mètres, 500 mètres de l'entrée et puis on progresse, tracté par les scooters, jusqu'à la zone préalablement établie pour effectuer le prélèvement. Enfin, les prélèvements.
Donc vous voyez la petite pochette bleue que porte Yvan, c'est la petite pochette qui contient en fait les différentes fioles qu'on est chargé de remplir avec l'eau du Durzon, donc à 800 mètres de profondeur, de distance, pardon. Donc là on arrive à la première trémie. Le premier plongeur nous attend pour nous faire signe, nous indiquer le bon chemin. On s'enfile dans la faille. Et là, il nous reste une centaine de mètres à faire à peu près pour arriver sur la zone de prélèvement. Sachant que les scientifiques avaient donné des protocoles très stricts de prélèvement, donc différents flacons numérotés, et il fallait surtout rincer les flacons préalablement avec un gaz pur, donc là l'oxygène, pour éviter de contaminer la qualité des prélèvements. Donc voilà, donc là on est dans moins 63 mètres, à 800 mètres de l'entrée, et on se pose sur un endroit où il y a le moins d'argile possible pour remplir nos fameux flacons. Alors le premier flacon, ben, il ne s'est pas ouvert. Ça c'est les mystères de la pression et de la science. Donc vous voyez, Yvan il bataille, il tourne, il tapote, et puis il n'y a rien qui sort. Donc celui-là, on n'a pas pu le remplir. Donc ensuite, vous voyez, c'est un travail d'équipe. Entre les deux plongeurs, ils communiquent, ils parlent, allez, vas-y, passe-moi le flacon, que je le remplisse. Et là, donc, vous voyez le plongeur qui est en train de rincer le flacon, et donc il va le remplir avec de l'oxygène pur. Enfin, il va essayer de le remplir parce qu'en fait, la bouteille d'oxygène est fermée. Donc il appelle le copain, il dit « Eh oh, tu m'ouvres la bouteille ?» Et donc Yvan s'exécute, il va derrière, il essaie d'ouvrir la bouteille, voilà, qui est fait. Et donc maintenant, avec la petite pipette, il va pouvoir remplir le flacon donc avec l'oxygène pur, pour le rincer. Voilà. Quand il est bien plein, on vide l'oxygène qu'on a mis dedans. On le remplit donc avec de l'eau. On rebouche. Et on passe au flacon suivant. Alors, vous voyez, c'est un véritable travail d'équipe. Hein. Il se passe les flacons de l'un à l'autre. Donc même chose pour le deuxième prélèvement. On met de l'oxygène pur dedans pour décontaminer. Voilà. Et pendant ce temps, ben, le temps passe, les minutes de palier commencent à monter. Mais on fait le boulot. On est allé plonger pour ça, donc on le fait avec plaisir. Voilà. Ce flacon, c'est bon. Et vous voyez, on est posé sur l'argile. Au fur et à mesure, ben, la qualité de la visibilité se dégrade. Et ben, une partie du retour ben, va se faire avec une visibilité quasiment nulle. Voilà. Et le dernier flacon, en fait, on a été confronté avec la pression. C'était un bouchon en espèce de caoutchouc. Et ben, avec la pression, là, il y avait 7 barres de pression à cet endroit-là. Ben, on n'a pas été capable de l'ouvrir. La pression a appuyé trop sur le bouchon, on n'a pas pu l'enlever. Donc on a fait 3 prélèvements sur 5. Donc là on récupère les scouts qu'on avait, les scooters, pardon, les propulseurs qu'on avait accrochés au fil, et on va repartir vers la sortie, tranquillement. Voilà, la visibilité qui s'est bien dégradée de tous les sédiments qu'on a enlevés. Donc là c'est la main sur le fil, et on rentre tranquillement sans lâcher le fil pour être sûr de ne pas se tromper et de retrouver la sortie. Voilà, mission accomplie, les prélèvements sont dans le pochon bleu, on se dirige vers la sortie. Donc toutes les petites... la neige qu'on voit à l'écran, c'est les suspensions qui ont été soulevées par les plongeurs à l'allée. Voilà, donc là on se rapproche de l'endroit où il y a la cloche de décompression. On avance donc doucement. Et pour la petite anecdote, cette plongée devait faire 2 heures, 2 heures et quart. Comme on a passé pas mal de temps à battre avec les flacons, on a mis demi-heure, 3/4 d'heure de plus. Et voilà. Voilà, merci. Merci Franck. Là, vous avez pu voir que
Dès que si l'on nage pas très proprement, entre guillemets, et donc qu'on touche le sol, la paroi, vous voyez, donc très très vite, les conditions se détériorent. Et oui, ça arrive donc de devoir rentrer. Si on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça arrive donc de devoir rentrer, vous voyez, dans des conditions très très dégradées, donc dans une visibilité donc qui parfois peut être nulle. Et donc Fabrice, donc vous parlez de cette notion de stress. Voilà, donc il faut toujours rester donc, très calme, donc la main sur le fil, donc il n'y a pas de raison de s'affoler, donc le fil va nous reconduire jusqu'à la sortie, tranquillement. Bien, alors on arrive quasiment donc, au terme de cette soirée. Alors je voulais juste vous parler donc, des objectifs de ce camp. Alors comme disait Franck, on n'est pas sûr de pouvoir les atteindre. Donc on s'était fixé donc comme objectif donc l'extension donc du terminus connu, donc plus loin que 1560 mètres. Vous voyez, donc ça commence à faire très très loin. Et donc de faire de la topographie au-delà donc des 1100 mètres. Alors, compte tenu des conditions donc de courant, comme vous a expliqué Franck, à 1560, donc il y a un laminoir qu'on appelle donc la laminoir Stanton, du nom donc de Rick Stanton, qui est un des très très grands donc plongeurs spéléo de notre époque, et donc qui est allé donc jusque là. Et donc comme ça se resserre, toute l'eau donc va dans ce resserrement, et si le courant est très fort, pas de possibilité de passer. Alors, ce projet-là, vous voyez, donc il était prévu que 2 plongeurs de pointe donc fassent cette pointe, Franck et Mehdi. Et donc j'ai mis donc quelques chiffres ici pour vous donner une petite idée donc de la complexité de ce genre de plongée. Donc c'est des plongées qui peuvent faire plus de 8 heures, donc 8 heures dans l'eau, avec beaucoup donc de décompression. Donc les plongeurs devaient être équipés donc, de 2 recycleurs, donc un recycleur comme ceci dans le dos, et un recycleur de secours donc sur le ventre. Toujours pareil, donc notre obsession c'est la sécurité. Donc si jamais il y a un problème, donc toute l'équipe donc demain va installer une ligne de décompression avec ce genre de bouteille. Donc certaines sont bien plus grosses que celle-ci. Donc ceci c'est une bouteille donc, de 7 litres. Donc il y en a qui font 20 litres. Voilà. La ligne donc, de décompression se compose de 14 bouteilles avec 9 mélanges gazeux différents, pour pouvoir respecter la progressivité donc, de la décompression, et représentant 44 000 litres de gaz. Voilà. Donc bon, on va mettre en place donc, cette ligne de décompression. Donc certains vont aller donc, peut-être jusqu'au laminoir Stanton, mais ne pourront pas le passer. Donc peut-être que l'an prochain, on y parviendra. Voilà, écoutez, on voulait vous remercier donc, d'être venus si nombreux à cette soirée. Donc je voudrais remercier une fois de plus donc, la mairie de Nantes, donc monsieur le maire adjoint, qui nous a fait le plaisir donc, de sa présence. On est présent donc à la source du Durzon jusqu'à dimanche. Donc on est toujours très content donc lorsque les gens viennent nous voir, voilà, donc de discuter avec eux, donc de leur expliquer ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez repartir avec de magnifiques t-shirts de l'association Plongée Soute, voilà, comme celui que j'ai là.
Franck, ici présent, donc, a écrit un livre qui, alors c'est pas parce qu'il est dans la salle, mais ouais, qui est absolument remarquable sur la plongée souterraine. Donc vous pouvez aussi donc le trouver à l'entrée. Donc vous saurez tout sur la plongée souterraine. Il vous restera ensuite à faire quelques heures de pratique, mais au moins donc vous aurez absolument donc toutes les bases. Voilà. Donc une fois de plus, donc merci à vous d'être venus si nombreux. Donc merci à tous les intervenants. Donc voilà, donc pour leur présentation. Donc on espère vous avoir fait partager quelle est notre passion et donc que voilà, donc nous avons montré qu'il est possible de faire ce genre d'activité en toute sécurité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Pardon? À quelle heure est-ce qu'on se met à l'eau demain? Voilà, donc probablement pas avant 11h. Donc le temps d'arriver, de décharger le matériel, de se préparer, et voilà. Donc tout ça prend un certain temps. Comme vous expliquez Fabrice, donc les premières mises à l'eau, donc probablement vers 11h. Ça va s'échelonner donc probablement sur toute la journée parce que donc plusieurs équipes vont se mettre à l'eau. Donc en fait on n'est jamais donc tous ensemble donc dans la galerie. Voilà, donc on essaye d'espacer donc les départs. Donc toute la journée, donc régulièrement il y aura des mises à l'eau. Et donc ceci sur les 3-4 prochains jours. Bonsoir, je voulais savoir si, parce que vous explorez beaucoup le Durzon qui est apparemment la source principale de la région. Oui. Est-ce que vous explorez aussi les autres sources? Alors il y a d'autres sources, oui. Donc Mehdi, voilà, qui est le régional de l'étape, donc pourrait vous parler de la Sorgue, de l'Espérel, peut-être qu'il y en a. Voilà, pour tous ceux qui connaissent, il y a la Sorgue qui n'est pas très loin, derrière Cornus, donc ça aussi, on y dure, c'est plus simple, c'est beaucoup moins loin, moins profond. Il y a l'Espérel aussi qui est capté pour la ville du Millau, qui est une bassin d'alimentation mais mitoyen, avec celui du Durzon. Là aussi, on l'a exploré, on a fait des photos, de la vidéo, ça a donné lieu à des conférences. Aussi, c'est des sources totalement différentes. Il ne faut pas penser que celle du Durzon, toutes se ressemblent, elles sont toutes différentes en termes de profondeur, de distance, de morphologie. L'Espérel, ce n'est pas les volumes que vous avez vus là. Ça, c'est pour le parcours plus proche. On est allé sous le pont de la Prade, pour ceux qui connaissent, la Barbaresque. Et ensuite, on est issu de plusieurs régions de France. Donc, on parcourt la France, notamment l'Hérault, le Lot, l'Ardèche, les Pyrénées, les Alpes ou l'étranger. Donc ça, on le fait de manière très très régulière. Mais ici, on a à cœur de faire la majorité des sources. On ne les a pas toutes faites, je vous rassure. Il n'y a plus de questions? Écoutez, merci. Merci pour votre présence et bonne soirée à tous. Et merci à vous pour vos exposants. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes cordialement invités, donc une fois de plus, à venir à la vasque du Durzon. Bonsoir à tous.